Eu nunca tive nada, eu sou mulher. Vou nada, eu tenho um monte de... E até agora eu comecei a falar. Eu comecei a fazer isso, eu tive esse... Sabe o que eu ia falar? Eu adorei a gramática lá da segunda de hoje. Eu sempre compreendo, não nem entendendo nada. Mas tá bem. Nossa, eu tô acompanhando. Achei 3. Nous commençons notre deuxième partie du cours avec un poète qui marque déjà un moment complètement différent de l'histoire de la poésie française par rapport aux poètes de la Renaissance. Vous remarquez que même si Mahler est né encore à la moitié du XVIe siècle, ce qui se passe avec lui, c'est que son œuvre poétique est une œuvre tardive. Alors, il va commencer vraiment à, disons, il va devenir un poète important, il va écrire des textes qui auront une valeur littéraire, une importance littéraire, à partir de 1598, mais surtout à partir de 1600. Alors, et c'est en 1605 qu'il devient le poète officiel de France. Alors, c'est un poète qui devient un grand poète, un poète important à 50 ans. D'accord? Alors, c'est, disons, quelque chose d'assez rare dans l'histoire de la poésie française. D'accord? C'est un poète vraiment tardif. Son œuvre est une œuvre tardive. Bon, avant de parler un peu plus de la biographie de Mahler, ce qu'il faut avoir en tête alors, à partir de ces dates-là, c'est que Mahler est vraiment un poète qui ouvre le XVIIe siècle français. Et quand on pense au XVIIe siècle français, qu'est-ce qui vous vient en tête? Le XVIe siècle, c'est la Renaissance. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Le XVIIe siècle, c'est le... Allez-y, aidez-moi. C'est quoi le XVIIe siècle? C'est le siècle de Louis XIV. C'est le siècle du grand théâtre français. C'est le siècle de Molière, de Racine, de Corneille. Alors, le classicisme. Très bien. Alors, exactement. Alors, la référence principale pour le XVIIe siècle, c'est le classicisme. Il y a en France aussi un baroque, mais ce baroque n'occupe pas la place centrale. Ce qui va vraiment, disons, la grande école littéraire, le grand mouvement esthétique qui va occuper la plus grande place au XVIIe siècle, c'est le classicisme. Le cours prochain, à partir de Théophile de Viau, nous allons parler un peu de ce baroque français. Mais disons que le plus important d'avoir en tête, c'est justement de penser à ce grand classicisme. Or, qu'est-ce que ce classicisme? En quoi consiste ce classicisme? Bon, ce classicisme, d'abord, il coïncide directement avec l'avènement de l'absolutisme français. Alors, le XVIIe siècle, c'est un siècle qui commence avec Henri IV. Après,
nous avons le royaume de Louis XIII, qui en effet est un royaume assez curieux parce que lui-même il gouverne très peu, qui va gouverner surtout, c'est parce qu'il était enfant, quand Henri IV est assassiné, et Louis XIII, je pense, le début de son gouvernement, les 20 premières années, vont être contrôlées par le cardinal Richelieu et par sa mère, Marie de Médicis, la mère de Louis XIII. D'accord? Et après, la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est la moitié de l'absolutisme de Louis XIV, de Versailles, etc. Alors, c'est un moment très particulier par rapport à la culture française, par rapport à la littérature française. Et s'il fallait peut-être choisir un mot ou quelques mots, un des mots, certainement, ce serait l'établissement. L'établissement de quoi? Des principes classiques, qui sont les principes qui vont d'une certaine manière alimenter tout un imaginaire de ce que c'est la civilisation française. Alors, c'est un établissement de principes comme quoi? Comme la clarté, la précision, la vraisemblance. Pour le théâtre, ce sera très important. La vraisemblance, le raisonnement. Le raisonnement. Alors, quand on pense à raisonner, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut traduire raisonnement? O raciocínio, ou mesmo até, às vezes, a razão. Un texte raisonné é texto racional, texto arrazoado. Alors, c'est un mot un peu difficile vraiment à traduire, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que dans le mot raisonnement, il y a raison. La raison. Alors, c'est, disons, un moment de intellectualisation d'un côté de la poésie. Ça, c'est quelque chose qui va être très, très important. Et en même temps, ici, nous pouvons aussi penser, quand on pense à ce raisonnement, à des idées comme la clarté. Parler d'une façon claire. Alors, tout cela va contribuer énormément pour l'établissement aussi du français moderne, de la langue française moderne. Ce moment-là, c'est un moment où vraiment, disons que tous les excès de la Renaissance vont commencer à être épurés. Il va y avoir cette épuration. Et cette épuration sera quelque chose de très, très important. Vous vous rappelez, quand on a vu la Renaissance, quelle était justement une des caractéristiques de la Renaissance? C'était l'excès, la variété, l'ouverture, la liberté, l'expérimentation. Alors, qu'est-ce qui se passe au XVIIe siècle? On regarde l'œuvre de Ronsard, qui sera un poète très important comme référence pour Malherbe, et on critique ces excès. On critique toute cette liberté. On critique l'excès de néologisme. On critique l'excès de morale. Alors, c'est justement, et on critique aussi l'ambiguïté, la polysémie. On veut, et Malherbe a laissé une édition des vers de Ronsard, de la poésie complète de Ronsard, pleine de notations, de notes, et à partir de ces notes-là, on a construit la base de la doctrine classique française.
c'est le premier auteur vraiment qui va, disons, organiser les idées pour ce grand siècle français. C'est pas par hasard que Boileau, quand il écrit son art poétique, en 1660 et quelques, je ne me rappelle plus exactement, 74, 78, dans son art poétique, il va dire « Et enfin, Malherbe vint. In fine, Malherbe vint. » Alors ça veut dire quoi? Qu'à partir de Malherbe, ça se passe quelque chose. Et tout cela va se refléter de façon directe dans sa poésie. Et cette poésie, alors, sera une poésie qui va se construire à partir d'une rationalité, à partir d'un raisonnement. Alors, des idées aussi, notre idée chère, ordre. Et tout cet ordre-là, elle va respecter quel type de principe? Les principes de la rhétorique. Quelle est l'idée de base de la rhétorique? C'est la persuasion. Et comment est-ce qu'on va faire pour persuader? Il faut être convaincant. Il faut avoir des bons arguments. Et pour cela, il faut être logique. Il faut être rationnel. Un contemporain de Malherbe, c'est Descartes. Descartes vit exactement au même moment où vit Malherbe. Alors, cela, disons, nous aide un peu à comprendre ce moment où c'est vraiment ce moment de l'établissement de cet ordre, de cette, disons, lapidation de toutes sortes d'excès. D'accord? Alors, cette idée de l'épuration, d'épurer, de rendre la langue plus claire, la langue plus évidente dans son sens, plus objective dans son sens. Et cela va, disons, être à la base de cette poésie de Malherbe. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Encore, nous sommes, qu'on veuille être moderne, nous sommes encore d'une certaine manière habités par un certain esprit romantique. D'accord? Ce grand changement, disons, ce grand mouvement tectonique dans le monde des idées, qui est cette affirmation de l'individualité, de la subjectivité, d'une certaine liberté dans les arts d'expression, qui va culminer avec les expériences des avant-gardes, etc. C'est tout, disons, un esprit romantique. Alors, nous, encore aujourd'hui, en général, quand on pense de façon rapide comme ça à la poésie, qu'est-ce qui nous vient en tête? Une poésie, une qualité d'une poésie, ce serait quoi? L'ambiguïté, la polysémie, l'hermétisme, une certaine liberté d'esprit, la manifestation d'une subjectivité. Tout cela, ce sont, disons, des aspects qu'on valorise encore aujourd'hui quand on lit la poésie, en général. D'accord? L'émotion. Alors, ce sont des principes qui vont encore aujourd'hui animer une certaine poésie. D'accord? Elle n'est pas peut-être hégémonique, elle n'est pas la seule non plus, mais elle est toujours là. Or, quand arrive Malherbe et dit, bon, il faut que la poésie soit claire, il ne faut pas avoir d'ambiguïté, il ne faut pas avoir de polysémie, il faut que la phrase soit bien ordonnée. C'est pour ça qu'on appelle Malherbe un poète, le poète grammairien. Alors, un poète qui organise la poésie à partir d'une grammaire
dit ordre, la poésie. On doit respecter l'ordre de la phrase. Le mot ordre. D'accord? Et là. Alors, pour respecter l'ordre de la phrase, il faut commencer par le sujet, il faut continuer par le verbe et les compléments. D'accord? Alors, pas d'inversion. Il faut que le verbe soit une unité de sens précise. Déjà. Alors, pas d'enjambement. Évitons les enjambements. D'accord? Et surtout pas faire un enjambement entre un nom et un adjectif. Entre un verbe et un adverbe. Jamais d'enjambement à ce moment-là. D'accord? Alors, là, tout cela contribue à la création d'une poésie habitée par un certain prosaïsme. Une poésie habitée par un certain prosaïsme. D'accord? Or, qu'est-ce qui se passe? Quand arrive le romantisme, on va jeter Malherbe à la poubelle. Je dis, mais c'est quoi ce monsieur-là qui veut transformer la poésie en prose? Je veux une grande poésie, dit Victor Hugo. Or, alors Malherbe, on se défait de Malherbe. On ne s'intéresse pas à la poésie de Malherbe. Et d'une certaine manière, ce prosaïsme de Malherbe a, entre guillemets, tué la poésie pendant un long moment. Vous allez voir qu'après le XVIIe siècle, on va sauter tout un siècle et on va reprendre les poètes à partir du romantisme. Pourquoi? Parce que justement, le siècle des Lumières, qui sera le XVIIIe siècle et qui est préparé au XVIIe siècle, est le grand siècle des écrivains philosophes. C'est le siècle de Voltaire, de Diderot, de Rousseau. Quel est le grand poète du XVIIIe siècle? Il n'y a pas de grand poète au XVIIIe siècle. Le seul qui est resté comme référence, c'est André Chénier, qui est de la fin du XVIIIe siècle et qui est en effet un poète plus qui prépare le romantisme que vraiment un poète totalement immergé dans les principes des Lumières. Vous voyez? Alors, ce prosaïsme va avoir d'un côté cette conséquence-là, de rendre la poésie quelque chose de mineur, quelque chose de moins important. Le XVIIe siècle, c'est le grand siècle du théâtre. Le XVIIIe siècle, c'est le grand siècle de la prose, qui va préparer tout l'avènement de ce grand roman réaliste qui va occuper la scène au long du XIXe siècle et qui va rendre la prose le grand genre noble de la littérature, encore aujourd'hui. Les romanciers peuvent gagner leur vie en écrivant des romans, mais les poètes ne gagnent pas leur vie en écrivant des sonnets ou des poèmes. D'accord? Quel est le poète qui gagne sa vie en écrivant des poèmes? Ça fait longtemps. Je pense que le dernier, ça a été Victor Hugo. D'accord? Alors, après ça, c'est fini. La poésie, pour gagner l'argent à la vie, plus possible. Mais la prose, oui. On peut gagner sa vie en écrivant de la prose. D'accord? Mais Malherbe, lui, il recevait une fortune pour chaque sonnet qu'il écrivait. À la fin de sa vie, Malherbe était un homme riche à cause de la poésie. Vous pouvez imaginer cela. C'est un autre monde. Hein? Alors, mais d'un côté, pour revenir ici à la prose, d'un côté, ce prosaïsme va tuer la poésie pendant un long moment et après elle ne sera plus jamais la même. Mais d'autre part, ce prosaïsme-là va être à la base de toute une école
de poésie très très importante un peu au 19e siècle, mais surtout au 20e siècle. Alors, on va retrouver, disons, une façon d'écrire inspirée de Malherbe. Chez qui, par exemple? Chez Baudelaire. Les Fleurs du Mal. Baudelaire a même écrit un texte sur Malherbe, en rendant hommage à ce poète et en le considérant une référence importante. Alors, quand on lit Les Fleurs du Mal en français, parce que les traductions brésiliennes ne sont pas capables de reprendre ce prosaïsme-là, quand on lit Baudelaire en français, qu'est-ce qu'on se rend compte? Dans plusieurs, pas tous les poèmes, mais dans plusieurs poèmes, la plupart des poèmes des Fleurs du Mal, d'abord, quel est le vers qui domine? C'est l'alexandrin. Qui est le poète qui va vraiment établir l'alexandrin comme le grand vers de la poésie épique ou de la poésie tragique, de la grande poésie? Malherbe. C'est avec Malherbe qu'on va remplacer l'alexandrin. C'est le vers de 12 syllabes formé par, disons, deux parties, deux hémistiches, avec la césure toujours à la 6e syllabe. Or, cela est vraiment, disons, l'ordre par excellence dans le vers. Parce que quand on pense au décasyllabe, comment est-ce qu'on peut scander le décasyllabe par rapport à la césure? De ces trois grandes manières de base. D'accord? 6, 4, 4, 6, 5, 5. Or, qu'est-ce qui se passe ici? Nous n'avons pas de symétrie. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons une symétrie, mais une symétrie construite sur un vers impair, impar. Et cela, disons, n'est pas une symétrie alors parfaite, parce qu'elle est une symétrie impaire. D'accord? Alors, ici, on arrive à la symétrie parfaite dans un vers long. Et si le vers est long, j'ai plus d'espace pour développer mon idée. Alors, toute cette clarté qu'on va retrouver chez Baudelaire, elle est due à cet héritage de l'alexandrin de Malherbe. Donc, pour Malherbe, la musicalité du vers, comment il rappelle ça avec ses... Ça, c'est une très bonne question. Parce que chez Baudelaire, on a beaucoup de musicalité quand même, je pense, avec les alexandrins. Mais je ne sais pas si c'est raisonnement, c'est plus à propos de la forme que du sujet, c'est-à-dire de la musicalité, c'est un peu... La musicalité. Il faut penser, quand on pense à Baudelaire, il y a une certaine musicalité dans sa poésie, mais elle n'est pas la même de Verlaine, par exemple, ou elle n'est pas la même de Rimbaud. Alors, il y a une certaine musicalité, mais cette musicalité, elle est soumise à une organisation des idées assez évidente. Le prosaïsme est très fort dans les Fleurs du Mal. Très fort. Il y a très peu d'inversions, par exemple, de l'ordre de la phrase dans les Fleurs du Mal. La plupart des phrases sont construites dans l'ordre. Mais la question de la musicalité, c'est une très bonne question, vraiment très bonne question, parce que ici, Francis Ponge, qui sera aussi un autre poète, très influencé par Malherbe, qui est un des plus grands poètes français du XXe siècle, est un poète très traduit au Brésil,
circule beaucoup chez nous, alors, et est une référence pour une poésie brésilienne contemporaine. Si vous prenez par exemple l'œuvre de Marcos Ciscar, qui est, disons, une poésie très analytique, toute cette valorisation d'une certaine prose dans la poésie qu'on vit en ce moment, au Brésil, en France, cette poésie analytique, elle est très tributaire de Francis Ponge. Quand on lit vraiment la poésie de Marcos Ciscar, on se rend compte que c'est un poète très influencé par Francis Ponge. Et Francis Ponge, à la fois, est très influencé par Malherbe. Alors on voit comment ce prosaïsme, tout cela, occupe une place importante. Mais pour revenir à la question de la musicalité, qu'est-ce que Francis Ponge dit? Que Malherbe réussit à unir raisonnement et raisonnement. Alors, ce qui résonne, ou qui pense, ici, qui ressoa. La résonance. Alors, et comment se produit ce raisonnement? Raisonnement avec eux, chez Malherbe. Surtout par la cadence du vers. Alors, Malherbe écrivait aussi des chansons. Il a écrit beaucoup de paroles de chansons. Et cela, disons, lui a donné peut-être une conscience du rythme. Alors, quand on lit la poésie de Malherbe, on voit que la question de la métrique, l'accentuation du vers, est quelque chose de très cadencé, très ordonné. Et on va retrouver cette même cadence chez Baudelaire. Baudelaire, au niveau de la versification, est un poète plus classique que romantique. Toutes les libertés de l'alexandrin qui ont été pratiquées par Victor Hugo, par Lamartine, ne sont pas incorporées par Baudelaire. Baudelaire est un poète au niveau de la versification très classique, dans les termes de Malherbe. Classique dans le sens que Malherbe donne au mot, ou à la forme du poème. Ça, c'est vraiment, disons, un élément important de la poésie de Baudelaire. Alors, je dirais, parce que quand on pense quand on fait l'analogie rapide comme ça, entre la musique et la poésie, la musique, elle est composée essentiellement de 3 éléments. Le rythme, la mélodie et l'harmonie. Alors, quand on pense en poésie, on pourrait penser, bon, le rythme, c'est l'accentuation. D'accord? Alors, l'idée de l'accentuation est très forte dans la poésie. La mélodie correspondrait un peu à tous ces, disons, réseaux paronomasiques, ça veut dire allitération et assonance. Parce que la paronomase, c'est ça. C'est l'allitération et assonance ensemble. Alors, c'est un concept, par exemple, qui est très travaillé par Jacobson, la paronomase. Et c'est un concept très repris, par exemple, par les concrétistes au Brésil. Alors, l'idée de la paronomase, c'est quoi? C'est quand on a disons, un réseau ou un noyau phonosémantique important, mais qui est composé de voyelles et de consonnes ensemble. On ne peut pas séparer ça, c'est un problème dans l'analyse de la poésie, quand on sépare trop voyelles et consonnes. Là, on a des allitérations en P ici, mais en général, ce sont des réseaux paronomasiques.
D'accord? Alors la paronomase correspondrait un peu à cette idée de la mélodie. Et en fin de compte, l'harmonie, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la construction de plusieurs mélodies qui marchent ensemble. C'est ça l'harmonie. Alors, l'idée, quand on pense à la musicalité du vers, on peut penser à assonance, allitération, paronomase pour la dimension mélodique du vers. Et il y a la musicalité qui a la dimension accentuelle du vers. Alors, quand on pense à la poésie de Malherbe, c'est une poésie très musicale au niveau rythmique. Mais on n'est pas dans le symbolisme. Parce que dans le symbolisme, c'est quoi? C'est cette idée de la synesthésie, de cette idée d'une motivation sonore, de la coïncidence entre le son et l'image qui est construite dans le texte. Ça, c'est une vision très symboliste de la poésie. Et plus spécifiquement, d'un symbolisme très Rimbaud, Verlaine. Alors, par exemple, chez Mallarmé, c'est pas ça, déjà. C'est une autre chose. La symbolique va gagner toute une autre dimension dans l'œuvre de Mallarmé. D'accord? Mais les sons sont là, mais ne sont plus compris comme mélodie. D'accord? Comme ils sont chez Verlaine, est le grand maître de la mélodie dans la poésie. D'accord? Chez Baudelaire, moi, j'aurais une tendance à plutôt penser la dimension accentuelle que la dimension mélodique. Dans mon opinion, elle est plus forte, la dimension accentuelle, que la dimension mélodique. Plus forte. Baudelaire n'est pas un poète symbolique. Il est un poète moderne, mais il n'est pas un poète symboliste. D'une certaine manière, Baudelaire est un poète qui correspond beaucoup plus à une certaine poésie qui est faite aujourd'hui que Rimbaud, par exemple, qui est un poète, disons, qui a influencé le surréalisme, certaines avant-gardes, mais qui aujourd'hui est moins important que Baudelaire pour la poésie qui se fait aujourd'hui. Et l'importance de Baudelaire se doit surtout à ce prosaïsme et à la dimension thématique aussi, une référentialité au monde de la ville, au monde immédiat. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très important dans la poésie de Baudelaire. D'accord? Mais je pense que ici, chez Malherbe, chez Baudelaire, un peu chez Valéry aussi, et de façon très très évidente chez Francis Ponge aussi, la dimension musicale, la musicalité du poème réside beaucoup plus au niveau accentuel, au niveau de la cadence du vers, la syntaxe, qu'au niveau vraiment des jeux d'allitération et d'assonance. Même si elle apparaît de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vers où la mélodie soit importante, mais c'est un élément quand même qui n'est pas dominant comme il va devenir avec le symbolisme. D'accord? Et l'alexandrin, il peut avoir des alexandrins très mélodieux. Il peut avoir. Mais ce n'est pas la tendance de l'alexandrin. Dans ce sens, tu as raison. Alors que c'est un vers plus analytique, qui permet justement le développement de l'idée. Alors, ce n'est pas par hasard justement qu'avec cette poésie symboliste, il va y avoir une valorisation d'autres types de vers, plus courts que l'alexandrin.
Même si l'alexandrin, par exemple, sera très très important dans l'œuvre d'Apollinaire, par exemple. L'alexandrin est un vers très pratiqué par Apollinaire. Peut-être c'est le dernier grand poète français qui utilise l'alexandrin. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant d'avoir en tête. Cette importance de l'alexandrin dans toute cette trajectoire-là, comment il est, disons, mis en question par le romantisme, mais mis en question de l'intérieur. Et comment, après, il est un peu, disons, repris avec force par Baudelaire et abandonné par les poètes qui viennent après. Chez Rimbaud, Verlaine, on retrouve encore l'alexandrin. Mais après, il a tendance à être remplacé par des vers plus courts. L'octosyllabe, par exemple, sera très important pour le Parnasse. Théophile Gautier, tout ça. Alors, on voit ici, bon, c'est compris un peu comment cette idée du raisonnement, comment il se produit dans le vers. Alors, quand on analyse les poèmes de l'accentuation de la poésie de Malherbe, c'est une accentuation très régulière et très marquée comme ça, binaire. Binaire. Ta, 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 ta. Alors c'est très fort, cette dimension binaire. D'accord, avec plus, des fois, l'accent plus fort au 4, au 6, mais le 6 toujours marqué, bien sûr, mais sur le 2 ou sur le 4, mais c'est très binaire comme structure accentuelle. D'accord? Alors lui sera vraiment un poète qui va systématiser. Et toute cette dimension de prendre les mots polysémiques, ambigus, et de pouvoir fixer, établir un sens précis pour chaque mot, cela a, disons, fini par fixer plusieurs sens que les mots ont en français encore aujourd'hui. Qu'à l'époque, on ne savait pas, on utilisait dans telle situation, et après Malherbe, on dit non, attention, ce mot-là, il faut l'utiliser avec cette acception-là. Alors ça, c'est, disons, aussi une tendance très très forte, une contribution très forte à la création de toute cette idée que nous avons aujourd'hui de la langue française, ou que nous avons eue. Parce qu'aujourd'hui, la langue française est très impure, très contaminée par l'anglais, en pleine transformation, la jeunesse est en train de réinventer. Mais l'Académie française est toujours là, très forte. L'Académie française est fondée par Richelieu un peu après la mort de Malherbe, en 1635. Alors Malherbe meurt en 28, en 35, on fonde l'Académie française. Alors ça, c'est une donnée importante aussi d'avoir en tête. Et quel sera le grand patron, le grand inspirateur de l'Académie française? Malherbe. Le poète de référence, la grande référence littéraire sera Malherbe pour ce grand classicisme. Et c'est curieux, justement, que cette poésie de Malherbe va déboucher, l'alexandrin va déboucher, pas dans un grand mouvement poétique, mais dans le théâtre. Et justement, quelle est la caractéristique du théâtre? C'est le parler, c'est la parole, la prise de parole, l'acte de parole. Or, l'idée du prosaïsme, de parler, de développer des idées, de raisonner en forme de vers, mais quand même de façon claire, de façon très communicative. Alors c'est une poésie de communication. C'est ça qu'on va voir ici dans les poèmes que nous avons à lire aujourd'hui.
Ah, je ne vous ai pas beaucoup parlé de la vie de Malherbe. Vous avez remarqué que c'est François de Malherbe. Alors ce jeu, c'est parce qu'il est élève d'une famille de la noblesse, mais lui, personnellement, c'était un noble décadent. Alors, au début de sa vie, il a eu beaucoup de problèmes d'argent, mais après, quand il vivait, il a vécu pendant plusieurs années en province. C'est un poète aussi qui a une formation très différente de la formation des poètes de la Renaissance, qui étaient des poètes très tournés vers l'Italie. Et Malherbe est un poète qui va étudier en Allemagne, qui avait une sympathie pour le protestantisme, et qui va étudier en Allemagne. Alors, une des langues importantes de référence pour Malherbe, c'était l'allemand. C'est complètement différent de l'influence italienne. Alors, cela aussi va contribuer à la création de cet esprit de ce monsieur. Et Malherbe, finalement, quand on parle ici qu'il est un poète officiel, c'est vraiment parce qu'une bonne partie de son œuvre est une œuvre de circonstance. Comment est-ce que Malherbe devient fameux, devient célèbre? Comment? Il écrit un poème pour le passage de Marie de Médicis en Bretagne, et la reine reste charmée par cette poésie et décide alors de faire venir Malherbe à la cour. Et toute sa vie, une bonne partie de l'œuvre de Malherbe, ce sont des grands poèmes sur la guerre du roi Henri IV, sur la mort du roi, sur la naissance du dauphin. Alors ce sont vraiment des poèmes, des éloges, qui vont mettre, disons, en valeur cette figure du roi. Mais la grande, disons, caractéristique du classicisme, c'est de quoi? C'est de rendre ce qui est circonstanciel pérenne, éternel. Alors, tout le processus, c'est un processus de construction de d'analogie et d'allusion qui vont permettre à cette poésie d'élaborer, disons, un espace mythique. Et comment ils vont faire? Malherbe va faire cela, va produire cela, en s'appropriant de la mythologie grecque, gréco-latine. D'accord? Mais ce qui va intéresser surtout Malherbe, ce sont quoi? Les actions qui se passent dans le mythe et des analogies possibles entre les actions circonstancielles du roi avec les actions registrées dans les mythes. Alors on va voir un peu ici comment cela se produit dans la poésie. Nous avons un bon exemple ici de comment cela se fait. D'accord? Et à côté de cela, et ça c'est une information importante pour la lecture des poèmes qu'on va lire, Malherbe, quand il est invité à aller vivre à la cour, il était marié, et il avait des enfants. Après, il a eu toute une série de tragédies, ses enfants sont morts avant lui. Mais quand il décide de partir vers la cour, il laisse sa femme en province et part tout seul à Paris. Et à Paris, tout seul, il mène une vie de débauche, une vie, disons, sexuelle, très intense et très libertine, qui fait de lui qu'il a gagné le titre, le surnom de Père Luxure, on l'appelait comme ça.
Alors, c'était vraiment quelqu'un qui se dédiait au plaisir charnel de façon constante. Hein? Le père, bien sûr. Mais c'était le plaisir féminin. C'était le plaisir féminin. Je ne sais pas les détails. mais au moins ce qu'il dit, c'est qu'il aimait. Il disait que les choses les plus savoureuses de la vie, c'était les femmes et les melons. Alors, c'était vraiment le père luxueux. Et le père, c'est intéressant parce qu'il arrive à la cour, il a déjà 50 ans. Alors, c'est pas un jeune garçon. C'est pas un... Alors, hein? Quoi? C'était les grands-pères. Le grand-père, bien sûr. À la fin de sa vie, probablement, il était devenu le grand-père. Et on l'appelait comme ça. Alors, vous allez voir dans la poésie, au moment de... Il a tout un ensemble de poèmes d'amour, de poèmes de conquête, qui sont aujourd'hui, disons, la partie la plus reprise, la plus relue, qu'on va retrouver le plus souvent dans les anthologies de poésie et tout. Et c'est de cette, pour continuer un peu aussi dans cette, construire une certaine cohérence entre les poèmes qu'on est en train de lire, j'ai choisi aussi 2 poèmes qui font partie de ces poèmes d'amour. On va voir amour entre guillemets, vous allez comprendre quand on lira les poèmes, pourquoi je mets à l'amour entre guillemets. Mais vous remarquez dans la lecture des poèmes comment ces poèmes ils sont construits à partir d'une vision de l'amour complètement différente de l'amour courtois. On pourrait même, à la limite, dire qu'un de ces 2 poèmes, c'est l'amour anti-courtois. Et on va voir comment et pourquoi cette poésie, on pourrait l'appeler d'amour anti-courtois. Non, c'est pas... Dans quelle mesure est-on considéré le théâtre classique, les racines cornéliennes, en tant que de la poésie? Pourquoi la forme du théâtre? Parce que ces auteurs, ils avaient la maîtrise du vers. Et pourquoi le théâtre, pas les autres formes? Ah, ça c'est une très bonne question. En effet, il y a une explication sociologique importante pour ça, que c'est l'établissement de la cour et l'établissement des villes. Alors, autour de la cour et autour des villes, on voit se développer, disons, et aussi une scène théâtrale qui se développe en Italie et en Espagne, très fort. Et il y a, disons, un intérêt, parce que la cour, ce n'est plus maintenant la petite cour de campagne, ça devient une grande cour. Alors, il faut trouver une forme littéraire capable, disons, de répondre à ce changement de taille. Parce que le petit troubadour avec sa guitare, on n'avait pas d'amplificateur très fort. D'accord? Alors c'est déjà un problème. Alors il faut imaginer des salles, il faut imaginer... Et aussi, cette idée, on redécouvre à cette époque-là Aristote. Et la base de la poétique d'Aristote, c'est le théâtre. Alors, dans ce principe de l'émulation, comment est-ce qu'on peut construire aussi une grande littérature française qui soit à la hauteur de cette grande civilisation? C'est en construisant, prenant ces exemples, surtout grecs, et en construisant, disons, l'équivalent émulé supérieur, dans cette idée du dépassement, d'accord, de cet art de référence qui est le théâtre, où les règles sont plus établies. Parce que justement, ici, quand on parle de classicisme, il y a une idée centrale qui est l'idée de la doctrine classique. Alors le mot doctrine est un mot très fort, doctriner, d'accord? Et c'est un mot utilisé. Et la doctrine classique, c'est quoi? C'est une relecture, une réinterprétation de la poétique d'Aristote.
D'accord? Alors, cette, disons, doctrine se fonde sur le théâtre. Alors, il faut, quel est l'art qui pourrait correspondre à cette nouvelle civilisation, à cet absolutisme? C'est le théâtre. Et pour construire aussi quoi? Dans ce même principe ici, de construire une image, un symbole de cette nouvelle civilisation absolutiste. Et alors le théâtre passe à occuper le devant de la scène. Et le théâtre sera aussi très très important pour le développement de la prose. Parce que c'est dans le théâtre aussi qu'on va, juste à un certain moment, on se rend compte que l'alexandrin n'est plus nécessaire. Molière va écrire beaucoup de pièces en alexandrin, mais il va avoir des pièces en vers libre aussi. Alors, c'est par le théâtre aussi qu'on va commencer à expérimenter la prose. Ouvrir un espace pour la prose. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très, très intéressant de voir. Mais Racine, par exemple, va écrire toutes ses pièces en vers. Corneille, non, déjà. Chez Corneille, on a des pièces en prose déjà, aussi. Chez Corneille, chez Molière. Mais l'alexandrin va rester une référence très importante. Par exemple, Victor Hugo, il commence à écrire son théâtre en alexandrin. La plupart des pièces de théâtre, il en a écrit une bonne trentaine, la plupart des pièces de théâtre de Victor Hugo sont en vers. Après, il y a quelques-unes en prose, mais ce sont des expériences ponctuelles. Dans sa préface du Cromwell, il défend encore le vers, l'alexandrin, comme la forme idéale pour le théâtre. Mais il faut avoir en tête, et ça c'est aussi une chose importante de réfléchir, c'est que quand on commence à organiser une langue, cette langue n'a pas encore mûri, elle ne m'a adolescé. Alors quand cette langue est vierge un peu, la poésie, le fait qu'on peut, par exemple, juste apposer des idées, on n'a pas besoin de travailler avec la subordination, cela aide à organiser le discours, à organiser la pensée. Bon, et à part bien sûr du fait qu'on n'a pas d'abord l'écrit, alors pour la mémoire aussi, cette dimension mnémonique de la poésie est très très importante aussi. La répétition des sons aide à garder la séquence des choses. Alors, quand on est là dans ce théâtre, même s'il est un théâtre surtout écrit, déjà, de façon très, très évidente, alors, par exemple, les pièces de Racine, quand elles vont circuler, elles vont être souvent imprimées, même avant sa mise en scène. D'accord? Alors, où ce sont des choses qui viennent ensemble. Mais ce sont des pièces qui sont vraiment écrites avant d'être mises en scène. Mais ici, ce qui va, on peut voir derrière encore l'utilisation du vers, c'est ce grand héritage d'organisation des idées, d'organisation du discours, qui devient déjà plus complexe parce qu'on est dans l'alexandrin, d'accord? Mais qui va aider à fixer, dans le cas de Malherbe, toute cette grammaire de ce français moderne. C'est au XVIIe siècle qu'ils vont surgir les premières grammaires de la langue. Avant, ça n'existait pas de grammaire des langues modernes. Le XVIIe siècle, c'est l'époque où vont surgir les premiers dictionnaires de langue française. On pense que les dictionnaires, c'est quelque chose de très ancien, mais avant, on avait quelques dictionnaires. Les premiers dictionnaires
bilingues, latin, français, mais les grands dictionnaires, et ça, c'est déjà à la Renaissance, les grands dictionnaires ont commencé à être produits à partir du XVIIe siècle. La grammaire, le dictionnaire. Alors, cette appropriation de la langue, l'établissement de la langue se fait à partir du XVIIe siècle. D'accord? Mais le vers sert encore de référence, pour essayer de répondre à la question, sert encore de référence pour l'organisation des idées. Et le théâtre, bon, pour les raisons que je viens un peu d'expliquer, de développer. Et dans ce contexte-là, la poésie devient une poésie à partir de Malherbe ou après Malherbe, va devenir surtout une poésie de cour, une poésie de conquête amoureuse, une poésie préciosiste. D'accord? Des petits jeux d'école. Mais l'enjeu de la littérature, le grand enjeu de la littérature au XVIIe siècle, passe à partir de la deuxième moitié ou à partir de Corneille, qui naît quand Malherbe est déjà très âgé. Le grand enjeu va se jouer dans le théâtre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on prend les anthologies de poésie du XVIIe siècle, souvent on va retrouver dans ces anthologies-là des passages du théâtre classique. Souvent. Des passages choisis où on pense que cette poésie apparaît de manière plus évidente, plus intéressante. Ça aussi, c'est aussi une information intéressante. Parce qu'il y a quand même, dans cette structure du théâtre, quelque chose qui est encore de la poésie. Pas toujours, mais c'est là. Et des fois, des moments parmi les plus intéressants. C'est pas par hasard que ça a été justement choisi pour être mis dans les anthologies. C'est l'époque des opéras de Lully aussi. Oui, mais ça, déjà un peu. Berlioz, c'est après. Après. Non, là, c'est vraiment, c'est Lully sera le grand auteur de cette époque. Mais, ça c'est intéressant, parce que Lully, c'est plutôt aussi une référence pour le rococo, le baroque. Alors, la musique, il y a toujours un décalage par rapport à cela, parce que les classiciens, c'est plutôt Mozart, et ça c'est après. Exactement. Bien remarqué. Bien remarqué. C'est vraiment, dans la musique, c'est plus le baroque comme référence. Et tout ce mouvement du rococo français, et un peu la dimension baroque, de plus en plus, elle commence à gagner de l'importance dans cette compréhension du XVIIe siècle. C'est pour ça que j'ai déjà mis là, j'ai écrit là le baroque aussi, en haut, pour de penser que c'est quelque chose d'hégémonique, ou disons, de unique au XVIIe siècle. Alors il y a la préciosité, il y a le baroque, il y a le rococo, comme des références aussi importantes. Mais au niveau littéraire, ne vont pas avoir l'ampleur que le classicisme a. D'accord? Bon, commençons par le deuxième poème. Pour la vicomtesse d'Auchy. La vicomtesse d'Auchy a été une des maîtresses du Père Luxure. Alors, on commence par le poème. D'ailleurs, les deux poèmes sont dédiés à la vicomtesse. Mais je ne sais pas l'ordre, ce serait intéressant de savoir la chronologie. Mais bon. Mais je pense que finalement, il a réussi à conquérir la dame. On va voir dans l'autre poème qu'il n'était pas très content. Bon. Il n'est rien de si beau comme Calice est belle. C'est une œuvre où la nature a fait ses efforts.
fait tous ces efforts. Et notre âge est ingrat qui voit tant de trésors, s'il n'enlève à sa gloire une marque éternelle. La clarté de son teint n'est pas chose mortelle. Le baume est dans sa bouche et les roses dehors. Sa parole et sa voix ressuscitent les morts. Il a n'égale point sa douceur naturelle. La blancheur de sa gorge éblouit les regards. Amour est en ses yeux et il trempe ses dards. Et la fait reconnaître un miracle. En ce nombre infini de grâce et d'appât, qu'en dis-tu ma raison? Crois-tu qu'il soit possible d'avoir du jugement et de l'adorer pas? Alors ici, déjà dans le premier vers, il n'est rien de si beau comme Calice est belle. Qu'est-ce qu'on voit ici? Calice, c'est une nymphe, ou une nymphe, d'accord? Et c'est un des noms, un des surnoms, une des façons de Malherbe de nommer la comtesse, la vicomtesse d'Auchy. Alors, déjà, on voit comment se produit ce passage du circonstanciel à l'éternel. Parce qu'au lieu, comme on va trouver chez Ronsard, les poèmes à Marie, alors on va dire Marie, levez-vous le matin, etc. Alors, où la femme est une femme réelle, ici, on va construire ce passage d'une construction d'une femme réelle à une femme mythique. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est toujours de pérenniser, d'éterniser l'image. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Par allusion, avec le monde, l'univers mythique. Mais ce sont des allusions très mesurées, très calculées. Parce que vous voyez qu'ici, c'est la seule référence à la mythologie que nous avons. Dans le poème, il y a une aussi à Cupidon qui va apparaître là, mais de façon très indirecte. Alors, Caliste, pour nommer la dame, ce choix, c'est un choix très très significatif qui essaie justement de remplacer la dame réelle par cette dame, par cette image mythique. Alors, vous voyez, remarquez dans le poème comment il est construit de façon très rationnelle. Ah, une autre information importante que j'ai à vous dire. Malherbe, c'est quelqu'un qui a fixé une conception de strophe très importante pour cette poésie. Alors, chaque strophe est une unité de sens. On ne change pas, on ne saute pas, on ne commence pas une phrase dans une strophe qu'on va finir dans la strophe suivante. Remarquez ici que toutes les strophes finissent avec un point final. Sauf, bon, la dernière finit avec une interrogation, mais toutes les strophes finissent avec un point final. Alors, chaque strophe est une unité de sens. C'est comme si chaque strophe était une espèce de paragraphe. D'accord? Alors, premier paragraphe, on présente la situation. Deuxième, troisième paragraphe, ici, paragraphe entre guillemets, d'accord? On développe l'idée. Dernier paragraphe, dernière strophe, on présente la conclusion. Une conclusion avec des questionnements, une conclusion très rhétorique dans ce sens-là. Alors prenons notre premier. Et vous voyez que ça, c'est une manière très classique de penser le sonnet. Parce qu'en général, le sonnet, on présente et développe une idée dans les deux premières strophes, dans les deux quatrains, et on va vers une conclusion dans les deux tercets. Ici, non. Ici, vraiment, le développement de l'idée se fait dans le deuxième quatrain et le premier tercet. Alors, c'est vraiment une structure d'un commentaire composé. Introduction, développement, conclusion. Vous voyez? Alors, c'est très raisonné. C'est très rationnel, très logique, très ordonné, la façon de présenter les idées. Alors, il n'est rien de si beau comme Calice est belle.
c'est une œuvre où nature a fait tous ses efforts. Bon, alors il dit que Caliste est la plus belle des beautés, d'accord? Et grâce à quoi? À tous les efforts que la nature a fait. Et c'est ici intéressant, parce que bon, Malherbe était quand même un homme religieux, mais ici, pour parler de l'amour, il ne dit pas que Dieu a fait, mais que nature a fait. Alors, c'est déjà, disons, cette façon plus humaniste de comprendre, disons, la nature qui agit et qui produit. Et notre âge est ingrat qui voit tant de trésors s'il n'enlève à sa gloire une marque éternelle. Alors, et notre vie, notre âge, notre vie, notre situation de pérennité, parce que justement, quand on travaille dans cette tension entre le circonstanciel et l'éternel, la situation, disons, transitoire de la condition humaine, c'est toujours quelque chose qui s'oppose à l'éternité du mythe, à l'éternité de l'art. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici dans sa deuxième strophe? Et notre vie, notre passage, notre transitorité sur terre sera ingrat, ne va pas se développer tant qu'elle peut, si, en regardant tous ces trésors qui sont cette belle dame, n'enlève pas à sa gloire une marque éternelle, n'élève pas. Et alors l'idée de l'élévation à la gloire, c'est déjà quelque chose d'important dans ce contexte classique. Une marque éternelle. Quelle est la marque éternelle? C'est le poème, c'est la littérature. Alors dire, je vois cette merveilleuse dame qui est l'expression la plus parfaite de la beauté. Qu'est-ce que moi, en tant que poète, j'ai l'obligation de faire? De la transformer en poésie, pour qu'elle soit éternelle. Pour que, disons, toute cette beauté qui est transitoire, toute cette condition humaine qui est transitoire, ne disparaisse pas. Malherbe, et ce n'était pas un homme très humble. Alors, il disait, il a écrit lui-même, tout ce qui Malherbe écrit devient éternel. Alors, c'était, disons, quelqu'un qui croyait vraiment à son pouvoir d'éterniser les choses. Et c'est exactement ça qu'il est en train de dire ici. Alors, il a une dimension métalangagière dans ce poème, très intéressante aussi. Alors, c'est quoi? Or, je vois la beauté. Qu'est-ce que je fais devant cette beauté? Je vais l'écrire. Je vais la registrer pour élever sa gloire. C'est exactement cela qui est dit dans la première strophe. Alors, c'est une présentation. Vous pensez à la rhétorique. Alors, c'est exactement ça. Tous ces principes de la rhétorique. On vient et on va, disons, dire, oh, moi je suis là pour vous convaincre de ça, pour vous présenter cela. Et quoi? Cette beauté-là. Et alors, les strophes suivantes, c'est exactement la description de cette beauté. La clarté de son teint n'est pas chose mortelle. Le teint, la couleur de la peau. D'accord? Alors, la clarté de son teint n'est pas chose mortelle. Alors, encore une fois, la transformation de la dame en mythe. D'accord? C'est tellement beau que ce n'est pas mortel. Le baume est dans sa bouche. Alors ici, Raquel, ici, le baume est dans sa bouche. Vous voyez? C'est un peu l'idée de cette idée de la mélodie, de la musicalité, le vers qui résonne. Ici, on voit un peu comment cela est fait. Ce n'est pas quelque chose de systématique, mais il y a quand même des moments où cela se condense. Alors ici, c'est un moment par toutes ces occlusives sonores. Le baume est dans sa bouche. O bálsamo está dentro da sua boca. Et les roses dehors. Les roses, les lèvres. Alors la laine et les lèvres.
Nawal, le souffle. Et Não, aqui também nesse verso tem aquela ideia do binário, do acento binário que você tinha comentado, aqui também tem? c'est là, il n'est rien, mais ici, il n'est rien de si beau comme Calice est belle. Alors, comme Calice, comme si beau, non, pas ici, non. C'est une œuvre de structure avec ses efforts. Non, mais c'est pas systématique ici, non. Et notre âge est ingrat. Ici, c'est et notre âge est ingrat. Tu vois tant de trésors. Tu vois tant de trésors. Non, ici, c'est plutôt ternaire. Ta 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 ta. Mais c'est très cadencé. C'est pas binaire, mais c'est très cadencé. Très cadencé. Il n'est rien de si beau comme Calice est belle. C'est une œuvre nature à faire tous ses efforts. C'est ternaire ici le rythme, mais il y a une symétrie importante. Alors, le baume est dans sa bouche et le rose dehors. Sa parole et sa voix ressuscitent les morts, alors toute cette mythification de la dame, et là n'égale point sa douceur naturelle. Bon, et ici, bien sûr, c'est un jeu rhétorique, parce que même si l'art ne va pas s'égaler à la dame, c'est par l'art qu'on va produire l'image de la dame. La blancheur de sa gorge, soutien-gorge, alors la gorge, ça veut dire aussi les seins, c'est la gorge. Ébloui, les offusque, les regards. Alors, ici dans cette image, la blancheur éblouit les regards, il y a quelque chose de très médiéval. Mais la blancheur de sa gorge, c'est pas la blancheur de sa main, c'est pas la blancheur de sa peau, c'est la blancheur de sa gorge. Alors, ce n'est plus exactement cette dame intouchable, vous voyez, parce que la partie qui est décrite ici, la gorge, c'est une référence au sein. D'accord? Alors, c'est pas du tout cette dame inaccessible, médiévale. Amour est dans ses yeux, alors une référence à Cupidon. Amour est dans ses yeux, il y trempe ses dards. Alors, va tremper, et cet amour ici, c'est une coïncidence qu'il commence le vers, mais il peut être aussi compris comme une allégorisation. Et l'art, parce qu'il y a une personnification de l'amour. Parce que l'amour fait une action de tremper les dards. Là, on se confond avec Cupidon. Et la fait reconnaître un miracle visible. Alors ici, c'est très intéressant parce que toute cette dimension de la transcendance devient visible. Alors ça, c'est quelque chose de très important aussi. L'éblouissement ne va pas aveugler. L'éblouissement va charmer, va encantar, mais ne va pas aveugler. Parce que tout ce charme est visible. Le miracle se réalise. On peut le voir. Vous voyez? Alors ce n'est plus cette mystique médiévale. Ce miracle visible, c'est quelque chose de très important ici. Et pour conclure, en ce nombre infini de grâce et d'appart attractif l'encantus, quand dis-tu ma raison? Alors le poète va discuter avec qui? Sa raison. Et qu'est-ce qu'il dit à sa raison? Crois-tu qu'il soit possible d'avoir du jugement
teu julgamento, né? Et ne l'adorez pas. Alors, la raison pour adorer la dame, c'est justement le fait qu'il a du jugement. Alors, c'est une idée anti-romantique de l'amour. Or, la dame est la chose la plus belle qui existe au monde. 2, je suis un homme, je vois cette beauté. Or, je suis rationnel, j'aime la beauté, je vais l'adorer. Alors, la raison pour l'adorer, c'est le fait d'avoir du jugement. Alors, c'est le contraire du dérèglement des sens. Il ne va pas l'aimer parce qu'il est épris d'une sensation incontrôlable. C'est le contraire. C'est justement parce qu'il a la raison, c'est parce qu'il a du jugement. Alors, ça n'a pas de bon sens de ne pas aimer cette dame, puisqu'elle est la plus belle. Et moi, je suis rationnel, alors je vais utiliser mon jugement, ma capacité de juger, pour l'adorer. Vous voyez? Alors, c'est une façon de concevoir l'adoration complètement différente de cette adoration médiévale. D'abord parce que les gorges sont là. D'accord? Alors, il y a une dimension, une connotation sensuelle forte. Le miracle est visible. Je peux le voir. Et au moment de discuter sur cette situation, je vais discuter avec quoi? Avec ma raison. Et dans une idée de quoi? Une rhétorique de la persuasion. Bon, il n'a pas comment. Est-ce que c'est possible de ne pas l'adorer si tu as du jugement? Alors ce dialogue du poète avec sa raison, c'est quelque chose de très classique comme principe. Vous voyez? Dans le deuxième poème, Dessein de quitter une dame qui ne le contentait de promesses, le titre déjà, c'est un titre anti-courtois. O desejo de deixar, de abandonar uma dama que contentava apenas com promessas. Alors, c'est le contraire de l'amour courtois. Parce que l'amour courtois, c'est quoi? C'est de dire, moi je t'adore, une fois je suis loyal, je suis ton serviteur, je n'attends rien de toi, je vais tout simplement t'adorer toujours. Ici non, dire, oh, si tu ne vas pas te coucher avec moi, si tu ne vas pas m'aimer, alors je vais t'abandonner, je ne vais pas rester ici toute ma vie à attendre que ça se passe quelque chose. Alors, c'est un peu cette idée qui est là dans le poème, finalement. Alors, c'est, disons, quoi? Rationnel. C'est encore une fois le raisonnement. Je ne vais pas rester ici toute ma vie à t'attendre. Décide-toi. Et c'est exactement ça qui dit le poème, d'une façon très grossière même. Donc c'est anti-courtois dans ce sens-là aussi. Alors, mais, disons, c'est anti-courtois, mais il y a quand même une envie de conquête. Alors, il y a quand même une certaine aller venir, une marcha sorte. Intéressant ici dans le poème. Je lis le poème. Beauté, mon beau souci, de qui l'âme incertaine a, comme l'océan, son flux et son reflux. Pensez de vous résoudre à soulager ma peine, ou je me vais résoudre à ne la souffrir plus. Vos yeux ont des appâts que j'aime et que je prise, et qui peuvent beaucoup dessus ma liberté. Mais pour me retenir, s'ils font cas de ma prise, il leur faut de l'amour autant que de beauté. Quand je pense à être au point que cela s'accomplisse, quelque excuse toujours en empêche l'effet. C'est la toile sans fin de la femme d'Ulysse, dont l'ouvrage du soir au matin se défait. Madame, avisez-y, vous perdez votre gloire.
de me l'avoir promis et de vous rire de moi. S'il ne vous en souvient, vous manquez de mémoire. Et s'il vous en souvient, vous n'avez point de foi. J'avais toujours fait compte, aimant chose si haute, de ne m'en séparer qu'avec le trépas. S'il arrive autrement, ce sera votre faute de faire des serments et de ne les tenir pas. Alors, on voit que le poète ici est assez enragé contre la dame. Et comment se construit toute cette image-là? Beauté, mon beau souci, ma belle préoccupation. De qui l'âme incertaine, et ici on voit encore une fois cette comparaison entre l'âme de la dame avec l'océan, a comme l'océan son flux et son reflux. Alors ça va et vient. Vous ne vous décidez pas. Pour ça, vous êtes belle, mais vous êtes un souci. Vous êtes une préoccupation. Alors, dans le monde médiéval, la dame n'a pas besoin de se décider. Parce que l'amour, c'est quelque chose justement du servant par rapport, alors il a une hiérarchie. Ici, non. Ici, si la dame ne se décide pas, c'est un souci. C'est une préoccupation. Pensez de vous résoudre à soulager ma peine, ou je vais me résoudre à ne la souffrir plus. Alors c'est anti-pourtoire total. Parce que ici, justement, le poète médiéval, il reste en état de souffrance. Ici, non. Ici, il faut que l'amour se réalise. Parce que sinon, je ne vais pas souffrir sans raison. Sans raison. Il faut avoir une raison pour aimer. C'est que l'amour soit réciproque, soit correspondu. Vos yeux ont des appas que j'aime et que je prise. Je prise, je valorise. J'admire, j'apprécie. Et qui peuvent beaucoup dessus ma liberté. Alors je suis prisonnier de tous ces appas. Mais, vous voyez, mais, ici, la conjonction ici, mais, pour me retenir, s'ils font cas de ma prise, s'ils veulent vraiment m'apprivoiser, me conquérir, il leur faut de l'amour autant que de beauté. La beauté ne suffit pas. Il faut qu'elle soit accompagnée de l'amour. Restez seulement à vous admirer. Vous êtes très belle. Je vous admire. Mais rester toute ma vie seulement à vous admirer, ça ne m'intéresse pas. C'est ça que le poète est en train de dire. Et vous remarquez que chaque strophe finit toujours avec un point final. Chaque idée, vraiment, chaque strophe est une unité de sens. Quand je pense être au point que cela s'accomplisse, quelque excuse toujours empêche les faits. Alors il y a toujours une excuse pour ne pas venir vous coucher avec moi. C'est la toile sans fin de la femme d'Ulysse. Alors on voit comment on reprend par allusion la mythologie. Alors Pénélope qui est là, qui tisse le soir et le matin, pendant la nuit et tout. Alors c'est la toile sans fin de la femme d'Ulysse, dont l'ouvrage du soir au matin se défait. Madame, avisez-y, madame, attention, vous perdez votre gloire. Alors vous n'allez pas garantir, c'est pas parce que je vous trouve belle, c'est parce que je vous aime que je vais rester ici. Vous perdez votre gloire de me l'avoir promis et de vous rire de moi. Alors ici, en plus, il y a, disons, le poète est vraiment fâché. Vous vous riez de moi, vous m'avez promis que vous allez m'aimer, et puis maintenant vous excusez là. S'il ne vous en souvient, vous manquez de mémoire. Alors si vous ne vous rappelez pas de votre promesse, vous manquez de mémoire. Alors, vous voyez, c'est très dur comme critique. Mais c'est quoi? Vous avez perdu votre mémoire là, vous ne vous rappelez pas? Et s'il vous en souvient, vous n'avez point de foi. Alors, et si vous vous souvenez et vous n'êtes pas en train de tenir votre serment, c'est parce que vous n'êtes pas une personne fiable. Vous manquez de foi. D'accord? On ne peut pas vraiment nous fier à vous. J'avais toujours fait compte. Et maintenant, bien sûr, il faut atténuer quand même le discours pour conquérir quand même la dame. Je veux encore rester précaire. J'avais toujours fait compte, aimant chose si haute,
de ne m'en séparer qu'avec le trépas, avec la mort. Alors je vous tenais en si haute considération que je pensais rester toute ma vie à vous aimer. S'il arrive autrement, si cela ne se réalise pas, c'est votre faute de faire des serments, des jurements, des serments, et ne les tenir pas, et de ne pas tenir, de ne pas respecter ce qui a été promis, la promesse. Alors on voit vraiment, c'est pour ça que je dis que ça c'est une espèce de poème de l'amour anti-courtois. Parce qu'en plus, le poète est en train d'exiger de la dame qu'elle prenne une décision, qu'elle ne reste pas à hésiter toute sa vie. D'accord? Parce que lui, il est déjà fatigué et il ne va pas rester loyal à une dame qui ne va pas aimer. Alors c'est très rationnel comme construction. Vous voyez? C'est presque une argumentation, une défense dans la justice. Vous voyez? De dire, il est en train de plaidoyer, de dire, bon, c'est vraiment un discours de persuasion. Alors on voit comment la rhétorique est à la base de cette poésie, même quand il s'agit de l'amour. Remarquez, les vers n'ont pas d'inversion. Toutes les phrases sont des phrases directes, ordonnées. Les mots ne sont pas ambigus. D'ailleurs, ça c'est un poème contre l'ambiguïté, hein, contre l'hésitation, contre l'hermétisme. Moi, je suis clair. Je ne vais pas vous attendre si vous preniez la décision. Et tous les arguments sont développés un par un, de façon très ordonnée, de façon très claire, de façon très raisonnée, de façon très logique. Ça, c'est l'amour classique.